Je ne sais pas, Greg, si tu as repéré que ton exposition ici à Thonon-les-Bains, elle rentre dans toute la saison. Et le titre générique que j'ai donné à cette saison, c'est La peinture, quoi d'étonnant? La peinture, ça t'étonne encore, toi? Non, pas du tout. En fait, on a beau avoir amené d'autres médiums à travers les siècles, ils n'ont jamais remplacé la peinture. Ça a juste été un processus additif pour permettre d'explorer d'autres facettes du réel. Mais moi, j'ai jamais, de par mon expérience et dans les études et depuis 20 ans en tant qu'artiste, je n'ai jamais remis en question, en tout cas, le pouvoir et la capacité de la peinture à rendre compte d'une perspective sur le monde. Peintre, absolument. Ah oui, je n'ai jamais rien fait d'autre. La sculpture m'intéresse beaucoup, Oui. et le mouvement dans l'espace, mais un mouvement qui serait pas, dont la visibilité ne serait pas à travers l'art, puisque comme tu sais, je suis nageur aussi, et quand je nage, on va dire que je nage comme un artiste, dans le sens où c'est moins dans la performance plutôt que dans la tête que ça se passe. Il y a des grands surfeurs qui évoquent cette chose-là aussi, qui parlent de l'appréhension de la mer comme un art. Mais en tout cas, dans la pratique, je suis essentiellement peintre et forcément dessinateur. J'ai l'impression que souvent, tu revendiques plus le statut d'être artiste que celui de peintre. Tu as tout à fait raison. Quelle distinction on pourrait établir entre les deux? Je réfléchis davantage comme un artiste, c'est-à-dire que ce qui m'importe, c'est le sens des choses. C'est-à-dire je n'oppose jamais un médium à un autre. Ce qui m'intéresse, c'est le sens que véhicule une œuvre. Il se trouve que moi, mon vocabulaire, comme on a une langue, le français ou autre, cette langue, elle s'apparente à la peinture et au dessin. Dans cette qualité de peintre, un peintre figuratif, au sens que tu nous donnes à voir des images qui nous renvoient au réel sans qu'elles soient directement inspirées par le réel. Tout à fait. Je m'intéresse davantage au réel et le vivre, plutôt que le représenter. D'accord. Alors que ma problématique, elle se passe davantage dans notre confrontation aux images et à la façon dont les images façonnent notre culture, notamment du point de vue de la propagande ou de la communication. Parfois, c'est ensemble. Oui, ça dépend des régimes, on va dire. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est assez fondateur chez moi. Je suis vraiment dans la représentation. D'accord. Je ne suis pas tant dans la présentation. D'ailleurs, cette distance du réel, elle est immédiatement flagrante au regard, puisque ce sont des figures anthropomorphes, mais avec des visages qui sont zoomorphes. Donc il y a ce jeu de ce qu'on pourrait placer sous le registre général de la comédie humaine, quelque part, puisqu'il y a une dimension ludique, critique, humoristique, et aussi de référence à l'histoire de l'art, parce qu'il ne faut pas oublier que ça n'est pas complètement une nouveauté, Non, pas du tout. Mais au contraire une prise en charge Ah de toute une tradition de la peinture. C'est évidemment La Fontaine, et en fait on le retrouve, c'est ça que je trouve intéressant, dans la plupart des cultures en tout cas que j'ai pu tester, on retrouve cette idée-là. Les référents les plus immédiats et les plus récents, c'est Art Spiegelman par exemple, qui traverse le monde de la BD et de l'art et de l'histoire à travers son récit de son père. Et chez moi, c'est venu, en fait, ça a remplacé, et là on revient au titre, ça a remplacé la figure du bouffon, comme tu sais, j'ai beaucoup travaillé pendant, disons, 5 ans à peu près, et la figure animalière a récupéré la figure du bouffon pour la continuer avec son potentiel universaliste. Alors, tu parles de La Fontaine, c'est intéressant, parce qu'effectivement, toutes les fables de La Fontaine sont sur ce côté zoo-anthropomorphe. À la différence près que La Fontaine, il va taxer des situations de réalité historique de son époque. Oui. Toi, tu n'es pas dans cette direction-là. Tu es plus
je crois que tu viens d'utiliser le mot, du côté d'une forme d'universalité. C'est-à-dire le pouvoir, la prétention, la superbe, la faiblesse peut-être, et pour être plus narratif, le chasseur, le pêcheur éventuellement. Tout à fait. Puis là, aussi, chez La Fontaine, il y avait un principe de morale aussi. Des histoires, il y avait de la... Pas de morale chez toi. Non. Et ça, c'est très important. Parce que c'est pas mon statut. Je vais avoir raison. Tu ne donnes pas de leçons. Jamais. Parce que Peut-être des leçons de peinture. Non, et même pas parce que chacun aborde les choses avec sa singularité. Donc ma méthode ou mes méthodes ne peuvent valoir que pour moi-même. Donc vraiment, je ne crois pas. Mais la question de la morale est intéressante pour moi parce que justement, puisque j'utilise parfois des images issues de propagande ou en tout cas de dogmes, c'est justement pour remettre en question cette chose-là. Et je pense que comme la poésie ou l'écriture, l'artiste ou l'écrivain, s'il s'inscrit dans un objet de morale, il limite sa portée poétique. Si tu fais un constat de certaines situations génériques, tu ne manques pas non plus d'y glisser des éléments subjectifs, comme par exemple dans toute une série qui est un peu antérieure à cette série sur la balade des fous, où ta biographie, ou sinon celle de ta famille, interfère tout de même. Tout à fait. Donc il y a quand même ce jeu de collusion entre un regard ou une attitude objective et un ressenti subjectif. Mais du point de vue de l'intimité. Et par exemple, quand j'aborde effectivement des sujets intimes comme une histoire familiale qui rejoint la grande histoire, je ne disais pas « c'est pas bien » ou « pardon à sa place ». Jamais je n'ai pris cette posture-là. Parce que déjà, moi, je suis très loin de ça. Je ne suis pas héritier de ça. Simplement, c'est dans ma famille. Je suis la 3e génération et je me suis simplement posé la question honnêtement de ce fait, alors évidemment à partir de mon intimité, ce qui en fait la légitimité, mais aussi du point de vue de ma génération en France. C'est un sujet qui n'a pas été abordé, pas vraiment par la 2e génération, alors qu'en écriture au cinéma, oui, mais chez les plasticiens, pas trop en France. Pas en France. Alors qu'en Autriche, en Allemagne, bien sûr. Voilà. Et ça, c'est un questionnement très personnel de peinture, et même plus en introduisant une forme d'humour impossible, d'où la monstruosité. Relativement à l'exposition à Thonon-les-Bains, le visiteur qui rentre dans la chapelle, il va être immédiatement surpris par un dispositif scénographique que tu as souhaité et qui est singulier. Ça fait longtemps, 2-3 ans que j'ai eu le désir, mais la chapelle m'a permis ça. Et ça vient en fait du principe des cartes à jouer, du château de cartes, et qui induisent la manipulation et qui induisent la fragilité aussi. Donc ce dispositif permet aussi d'appréhender la peinture déjà différemment, avec une frontalité qui est encore plus importante que sur un mur, parce que littéralement on a l'impression d'être à l'atelier ou chez soi. On est de plein pied dans le tableau. De plein pied dans le tableau, donc il y a une physicalité qui est ressentie différemment. Donc évidemment, sculpture, peinture, là aussi c'est quelque chose qui, en tout cas on est dans le volume. Et ça pose la question de ces images dans notre espace à nous, où on se déplace, dans lequel on se déplace, et pas simplement l'espace du mur, où on est simplement spectateur. Et l'idée aussi, je suppose, c'est d'augmenter, je dirais en quelque sorte, cette mesure de fragilité de la condition humaine. Pour aller moins loin que la condition humaine, plutôt de la fragilité des dogmes qui sont représentés sur ces images. Et la vanité des dogmes. Voilà, c'est ça. Et la limite, le potentiel, la taille, la force des images, mais aussi leur fragilité et la limite suivant notre culture, suivant la temporalité dans laquelle on les vit. Donc c'est plutôt cette fragilité. Pour terminer, je dirais qu'il y a une chose qui est peut-être un élément rassembleur de ta démarche, puisque il y a au début de ton travail, il y a eu les parties de billard, après il y a les cartes à jouer, il y a quelque chose d'une dimension du ludique. Est-ce que cette dimension du jeu, c'est une dimension qui est importante pour toi au regard de la peinture? Alors, c'est extrêmement important.
parce qu'il y a dans la dimension du jeu et du ludique, il y a aussi la dimension du plaisir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la dimension du mensonge? Ah, complètement. Dans le jeu de cartes, on ment. Complètement. Et la peinture est un mensonge par définition. Et ça, c'est très très important, et c'est la base même de toute l'entreprise du peintre, c'est d'avoir une émotion ou de faire croire à des situations dont on retire des émotions qui sont aussi fortes que dans le réel, et pourtant tout nous dit que c'est faux. Et ça, c'est une des chances du peintre. Du peintre. Merci, Grégory.